Après ce beau moment, on va vous révéler un nouveau secret de l'océan. On sait qu'il peut nous nourrir, mais il pourrait aussi nous soigner. Alors pour certains scientifiques, nous en sommes d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, de la découverte de ce qu'on peut avoir dans l'océan en termes de médicaments. Donc la question c'est, l'océan est-il finalement notre pharmacie du futur ? La prochaine table ronde va vous apporter des éléments de réponse, faire part de formidables avancées dans le domaine de la recherche. Ça va être vraiment hyper passionnant. Ça s'intitule « Il nous donne des médicaments ». J'invite Dominique Leglu, la directrice éditoriale de Sciences Avenir La Recherche, à me rejoindre sur scène pour modérer cet échange aux côtés de ces trois intervenants, Sarah Audou, Aurélie Tassimeski et Franck Zal. Applaudissements pour l'ensemble de ces intervenants. Alors pour l'instant, nous avons Dominique, ça c'est très bien, nous avons Sarah, Aurélie arrive, Franck arrive. Et restez bien avec nous, puisqu'après cette table ronde, on parlera d'intelligence naturelle et artificielle dont a besoin l'océan avec Cédric Villani. Ce sera juste après. Et n'oubliez pas qu'à 20h, il y a le documentaire Netflix qui a été primé par vous, internautes, qui sera diffusé dans des conditions cinématographiques au top. Il manquera juste les pop-corns. Mais sinon, vous serez vraiment bien. Ça, ce sera à 20h. Alors, est-ce que Franck... Alors, on va voir si Franck est là. Mais sinon, Dominique, je vous laisse... Franck n'est pas là, d'accord. Je vous laisse le micro. Oui, j'avoue que je préférerais qu'on profite des présentes tout de suite. Et Franck Zal, qui nous a fait l'honneur de nous envoyer une vidéo, plutôt après, parce que Sarah et Aurélie sont là. Et on voit à quel point, bon, c'est bien d'avoir tous nos très grands scientifiques en visio, mais parfois c'est un peu, ça fait retomber un peu le plaisir d'être avec eux. C'est un peu rude, mais c'est vrai. Donc, Sarah Audou. Alors Sarah, vous êtes responsable recherche et développement du laboratoire d'IELEN. On prononce bien comme ça Oui, d'IELEN, c'est ça. Et Aurélie Tassiemski, vous êtes professeure d'université en biologie des organismes à l'université de Lille. Et je ne connais pas Sarah, mais j'ai déjà entendu Aurélie, qui était venue faire une présentation à l'Académie des sciences il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et c'était sur... Alors, vous allez voir comme c'est marrant. Il disait, on a l'habitude de tirer des médicaments des plantes. Bon, ça ne vous étonnera pas. Mais on connaît quand même beaucoup moins qu'est-ce qu'on peut tirer des animaux. Alors, il vous avait tous fait passer. Alors, franchement... La petite bête que vous nous avez montrée, alors moi, j'étais tout de suite fascinée, parce qu'en plus, elle a des bactéries, vous allez nous expliquer tout ça, dans un endroit improbable. Évidemment, vous avez vu les fumées noires et tous ces endroits dont Pierre-Marie Saradin, l'amiral Brazuc et Catherine Bormans nous ont parlé, à savoir ces endroits où il y a de la vie incroyable. Ben voilà. Bravo les chercheurs français, hein. Parce que c'était comme... Rappelez-nous le nom de celui qui avait été à l'origine de l'identification de votre animal favori. Des bruyères, oui, c'est un Français qui avait découvert ce ver, qui s'appelle le ver de Pompéi. Je vais vous montrer peut-être une vidéo, si elle arrive à passer. On l'appelle le ver de Pompéi, donc c'est pas si petit, ça fait quand même 15 cm. Et il vit sur la paroi la plus chaude des cheminées hydrothermales profondes. Voilà, c'est l'animal le plus eurytherme. Voilà, c'est cette vidéo-là. Alors, normalement, je dois vous la présenter plus tard. Voilà. Donc ça, c'est Alvinella pompeiana, alors ça forme des colonies, et les animaux construisent par eux-mêmes des tubes. Ce qu'on voit, ce qui trouble l'image, c'est le fluide hydrothermal. Donc c'est l'animal le plus thermotolérant. Il est capable de supporter des températures jusqu'à 105 degrés, ce qui est énorme pour un animal. Là, je ne vous parle pas d'une bactérie. Et forcément, nous, on s'est posé la question, on s'est dit, si l'animal il est capable de vivre dans un habitat tel que celui-là, où il y a beaucoup de bactéries, notamment des bactéries à Gram négatif qui posent des soucis actuellement en termes de résistance. Ça veut dire quoi, Gram négatif? Moi, je n'y connais rien du tout. On a besoin de le préciser, c'est important. Oui, en fait, c'est important, peut-être pas pour la classification des bactéries à proprement parler. Les gens qui décrivent les bactéries ne sont pas forcément intéressés par cela, mais c'est intéressant quand on recherche des nouveaux antibiotiques, parce que le terme de gramme, c'est lié à une coloration.
qui va être prise ou non par le type de bactérie. Et ça va définir sa paroi, c'est-à-dire ce qui enveloppe la bactérie. Et forcément, en fonction de ce type de paroi, à gram positif ou à gram négatif, on n'aura pas le même mode d'action des antibiotiques. Et à l'heure actuelle, on a un gros souci avec les bactéries essentiellement à gram négatif. C'est-à-dire que dans les listes des bactéries multirésistantes qui sont prioritaires par l'OMS, eh bien, ce sont essentiellement des bactéries à gram négatif. Bon, ben je ferai attention maintenant aux bactéries à gram négatif. Attention, j'ai été avertie par vous. Alors donc, avait été découvert vers les dorsales océaniques, ce petit organisme dont vous dites qu'il fait quand même 15 cm. Oui. Et après, il y a quand même une découverte qui est plutôt de l'ordre de ce qu'il est convenu d'appeler la sérendipité, non ? C'est-à-dire, il y a une part de hasard, même si Pasteur... Hein, vous êtes de l'Institut Pasteur de Lille. Oui, je travaille à l'Institut Pasteur. Même si Pasteur a dit que la découverte ne se fait que... Il n'y a pas de hasard, hein, c'est les esprits préparés qui la trouvent. Donc vous étiez un esprit préparé. J'étais préparée, on va dire. Je me préparais on va dire. Dites-nous comment ça s'était passé, parce que c'est vraiment fascinant. À l'origine, vous ne cherchiez pas ce que vous avez trouvé, quoi. Non, pas du tout. Finalement, c'était la même chose pour la pénicilline. Bon, on n'en est pas là, hein, mais souvent, les découvertes fortuites sont les plus intéressantes. Moi, je suis à la base absolument pas formée à travailler sur les antibiotiques, à proprement parler, mais je m'intéressais à la biologie de l'organisme, comme quoi c'est important de préserver les espèces, parce que juste en les observant, on peut apprendre énormément de choses. Et en l'occurrence, c'était ce que je faisais. J'observais ce ver qui est fascinant. Alors, j'avais été invitée par Françoise Gale à le faire. Hein. C'est elle qui m'a ouvert les portes de ce monde. Et en fait, j'essayais de comprendre comment est-ce qu'il s'adapte à un environnement aussi extrême, comment cet animal. Et pour ce faire, il s'associe avec des bactéries. Voilà. Donc, j'ai essayé de comprendre l'immunité, parce que c'est l'immunité qui va permettre de choisir les bonnes bactéries avec lesquelles on va s'associer. Et en faisant ça, on a trouvé dans l'immunité du ver des antibiotiques. Voilà. Et qu'on a brevetés, c'est des nouveaux antibiotiques, on les a purifiés. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va tester contre des bactéries pathogènes pour l'homme. Et là, waouh, il est quand même assez performant et surtout, il n'induit pas de résistance. Alors, on va y revenir. Vous allez nous expliquer justement comment on fait pour découvrir ce que vous avez découvert et ensuite comprendre tout ce qui va derrière, hein, parce que c'est pas seulement la découverte, après, il y a tout un processus. Sarah Oudou, vous êtes... Il y a d'autres micros. Prenez d'autres micros. Donc, vous êtes responsable recherche et développement chez DLN. Et alors, vous biologie fondamentale. Hein, biologiste fondamentale, biologie cellulaire. Oui, vous ne pouvez pas être tout à fait mauvaise. Biologie fondamentale, c'est très bien. Mais maintenant, vous êtes totalement dans l'appliqué. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait beaucoup de recherches fondamentales. Et puis, finalement, la vie m'entraînant d'un endroit à un autre... j'ai eu l'opportunité en fait de travailler donc pour le laboratoire d'ILN à Cherbourg, mais donc qui n'est pas médicament mais complément alimentaire. Et comme la biologie fondamentale du muscle c'est un petit peu en décalage avec l'alimentation, en fait j'ai eu l'opportunité de faire des études, enfin des formations universitaires en fait en alimentaire. Et le complément alimentaire, on est ici parce que en fait, on travaille avec des ingrédients marins. Donc en fait, il y a pas mal d'étapes entre la biologie fondamentale, la nutrition et les ingrédients marins. Oui, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve finalement à regarder plusieurs champs. D'abord très fondamental, puis ensuite un peu plus appliqué dans un autre champ. Et puis ça c'est tout à fait fascinant dans la démarche finalement de ceux qui continuent de chercher, parce que vous continuez de chercher. Tous les jours, je fais que ça. Et je me posais la question, et je vous la posais, c'est comment faites-vous dans l'éventail énorme de ce que vous auriez à regarder, comment vous guidez-vous, comment restreignez-vous, parce qu'on est bien obligé, on ne peut pas tout étudier. Donc, comment vous faites pour scanner ça, choisir, hiérarchiser? Alors, il y a 40 ans de recherche déjà pour les ingrédients. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va associer finalement des ressources abondantes avec des besoins sur la santé. Et on va chercher... Donc, nous, on travaille avec le poisson. Et en fait, on va chercher des poissons qui sont abondants,
et qui vont permettre en fait on va récupérer certaines parties du poisson qui ne seront pas consommées après que les filets aient été levés. Donc en fait on valorise, on ne pêche pas pour nos besoins en fait. Donc on va valoriser ce qui ne sera pas consommé en alimentation humaine et on va prendre ces protéines, on va les couper en tout petits morceaux et ces tout petits morceaux vont avoir des bénéfices santé et en fait on va vérifier finalement l'adéquation entre le bénéfice qu'on veut et le poisson, c'est-à-dire des poissons abondants, mais plutôt pas gras. Lesquels, par exemple ? Alors, j'ai pas le droit de le dire, parce que c'est breveté. Mais par exemple, on va pas travailler avec des poissons gras, parce que nous, on veut des protéines, donc on va éviter les poissons gras. On va pas travailler avec le thon rouge, par exemple, évidemment. Et donc voilà, donc c'est à force de tests, de dire finalement cette partie du poisson, elle marche mieux pour prendre ça. Mais il y a beaucoup de poissons très différents, là aussi. Comment vous faites ? Alors, parce que vous connaissez déjà quand même un peu ou beaucoup leur physiologie et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, alors il y a beaucoup de poissons. Après, nous, on a cette envie de travailler plutôt de façon vertueuse, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la Bretagne, donc on va pas prendre des poissons qui viennent du bout du monde, ils vont être pêchés dans une zone assez proche. On sait que certains poissons ne produisent pas ce qu'on va chercher, donc on va plutôt cibler. En fait, je peux pas donner trop de détails parce que c'est breveté, donc c'est secret, mais en tout cas, on va se baser sur la littérature pour chercher ensuite. On sait que tel poisson peut produire des petites molécules qui vont avoir tel bénéfice santé, sachant que comme on n'est pas un médicament, on travaille pas avec des petits morceaux de protéines purifiés, mais avec un ensemble de protéines puisqu'on est alimentaire. Donc c'est la combinaison entre le poisson qui sera pas trop gras, qui aura des protéines, et la source finalement, et ensuite les tests qu'on va faire pour dire non, finalement ce poisson il marche pas, on va en tester un autre. Alors dites-moi si je me trompe, mais il me semblait que l'année dernière vous aviez participé si ce n'est un appel d'offres, à un concours, et vous avez gagné ou... Alors, je participe à beaucoup d'appels d'offres. Non, alors un concours. C'était un concours, je crois, sur la Normandie, et vous aviez gagné. Il fallait voter pour vous. Hein, non ? Il fallait voter pour nous. Vous ne vous souvenez pas, non, elle se Ah oui, souvient pas. C'était... C'était avec BPI peut-être. Peut-être, oui. De quoi s'agissait-il ? Alors c'était pour l'innovation en fait, puisqu'on est très soutenu par la région pour tous nos projets de recherche. En fait, c'est vraiment la base du laboratoire. En fait, on fait énormément de recherches, que ce soit sur les petits bouts de protéines ou sur les produits finis, pour vérifier que ce qu'on a trouvé dans nos petites boîtes de pétri, ça se vérifie en fait en études cliniques. Et donc pour ça, on est très aidé finalement par BPI et la région. Et donc on a été effectivement. Mais vous aviez gagné ? On n'avait pas gagné. Oh pourquoi ? J'avoue que je ne sais pas, je comprends pas pourquoi on n'a pas gagné. on va y revenir parce que voilà. Essai clinique, mais justement, redites-nous Aurélie, donc vous observez cet organisme, ce ver de Pompéi, ce qu'il a sur le dos, hein, ça ressemble à des petits poils, et sur les poils il y a autre chose. Vous cherchez à comprendre l'immunité de cette bébête qui vit donc dans des endroits pas possibles, et là. Comment se passe la découverte ? C'est sous le microscope ou c'est en faisant des mesures d'un autre type ? Comment ça se passe ? Alors oui, je sais pas, j'ai un diaporama, mais en fait, à la base, ma spécialité quand même en immuno, c'était de trouver des molécules particulières. J'avais quand même une expérience chez d'autres vers, hein, que sont les sangsues, qui sont hyper intéressantes également pour travailler sur les anticoagulants. Et donc j'ai utilisé cette expertise. Donc en fait, en clair, j'ai pris des vers, je les ai broyés. Ouh là là. Bah oui, voilà, c'est un peu ça, hein, parce qu'il fallait trouver beaucoup de vers. Une centaine, voilà. Bon, ça va. Qui étaient des animaux qui étaient issus de campagnes et qui étaient congelés de toute façon. Moi, j'avais demandé les fonds de tiroir, hein, c'est un peu comme ça, de fonds de campagne océano. Et puis donc on les a. Et ensuite, j'ai fait des techniques de purification de laboratoire, de biochimie, et puis de fil en aiguille, on arrive à une molécule qui est purifiée, et puis on a des capacités de décrire sa séquence
en constituant. En l'occurrence, c'est un peptide. Bon, il est breveté, donc je peux en parler. Donc c'est une séquence très particulière, avec une structure particulière. On est tombé sur quelque chose qui était complètement nouveau et qu'on a nommé alvinélacine, du fait du nom du ver, qui est alvinella. Alvinella, donc... Alvinella pompeiana, voilà. Alvinella pompeiana. Souvenez-vous, on ne sait jamais, peut-être dans quelques années, vous dire, mais j'y étais pour écouter cette conférence où on me parlait de ce ver improbable, ou plutôt de cet organisme improbable, et de cette possible molécule antibiotique. Donc. Voilà, elle est antibiotique. Hein. Ça, maintenant, on a vraiment montré son activité, y compris contre des souches qui sont multirésistantes. Là, c'est la vidéo. Voilà, ça, c'est les techniques de purification. Voilà comment on fait. Hein. C'est juste des images. Là, c'est très, très scientifique. Là, oui, c'est pour ça que je détaille pas trop. Alors, comme ça, on peut se dire, on fait ça en une journée. Non, ça prend du temps avant d'arriver à une molécule pure à 100%. Alors maintenant, l'idée, c'est pas... Alors, je précise quand même, hein, l'idée, ça n'est plus remettez-le. Il est trop... Il est beau, trop chou. Hein, mais j'aime beaucoup. Moi aussi, j'en ferai des beau. bagues. Hein. Oh, mais regardez à quoi il ressemble. Il est magnifique. Oui, il est beau. Ou alors il fait peur, je sais pas. Ça dépend comment on le regarde. Non, il est beau et c'est vrai que c'est particulier de voir tout ce qui ressemble à des poils. Hein. Ça ne peut pas être des poils, hein, ce ne sont pas des mammifères. Donc, en fait, c'est un assemblage de bactéries. Hein, et ça, c'est impressionnant. C'est des colonnes de bactéries. Oui, c'est un assemblage en fait de bactéries qui donne ces filaments qui sont visibles à l'œil nu. C'est impressionnant, oui. C'est vraiment un bel animal. Enfin, je trouve que c'est un bel animal. Alors, bien entendu, le but, hein, c'est pas d'aller tuer tous les Alvinella pompeiana pour à chaque fois aller extraire la molécule. On est capable maintenant. Alors, excusez-moi, j'avance. J'avais préparé peut-être. Voilà, on est capable de la produire chimiquement. Et cela, on a réussi à trouver des façons de la produire à moindre coût, parce que quand on vise une application thérapeutique, bien entendu, le coût, il rentre en jeu. Si on a une molécule, même si elle est très intéressante, mais qui a un coût qui est très important, on ne va pas intéresser les boîtes pharmaceutiques, et encore moins pour des antibiotiques. Ce serait un anticancéreux, ce serait complètement différent, parce qu'on est prêt à mettre beaucoup d'argent pour des traitements de chimio. Mais par contre, quand on voit le coût de l'amoxicilline, par exemple, c'est rien. Mais sauf que dès qu'on va taper aux portes de ces boîtes pharmaceutiques-là, c'est la première chose qu'elles nous demandent. Combien ça va coûter, même si on a des super activités et que ça pourrait soigner dans l'absolu des gens, c'est le coup. Donc bref, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc maintenant on est capable de la produire. Alors, la produire, est-ce que ça veut dire que vous broyez toujours plein d'organismes ou vous le reproduisez biochimiquement? En fait, c'est ça, oui. J'ai pas été claire. En fait, on a une machine là, qui est au centre de l'image qu'on appelle un synthétiseur de peptides. Hein. C'est assez gros. Et on met dedans des acides aminés. Et puis, on demande à la machine de les coller les uns aux autres dans un ordre particulier qui correspond au nom de la séquence de la molécule. Et puis, il ressort cette molécule. Voilà. C'est un peu simplifié, mais c'est grosso modo ça. Mais il en faut beaucoup. Il faut beaucoup de grammes, il faut des milligrammes. À ce stade, vous savez déjà évaluer si une toute petite pincée d'alvinéciline, là, ça fonctionne? Oui, alors c'est ce qui fait qu'on sait que cette molécule est intéressante, parce qu'elle est active de l'ordre des millièmes de grammes, en fait. C'est pour ça qu'elle est active contre les bactéries qui nous intéressent, à des quantités infinitésimales. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, nous, on est en train de cible les maladies pulmonaires, puisque c'est la première cause de mortalité. Excusez-moi, je vais en avant, en arrière. Voilà. Je suis désolée. Mais c'est la première cause actuellement de mort. Je vais vous montrer un scénario catastrophe. Donc ça, c'est la première cause de mortalité actuellement liée par des pathogènes qui sont listés prioritaires pour la recherche et développement de nouveaux antibiotiques. En fait, ce qu'on voit là, qui cause quasiment 2 millions de morts par an, ça, c'est des données qui datent de l'année dernière, dans le monde, bien sûr, ce sont des pathogènes qui causent donc des maladies respiratoires. Donc, nous, on s'intéresse à ces maladies respiratoires. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces pathogènes sont des bactéries à gram négatif. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que dans les fonds marins, on a surtout des bactéries à gram négatif. Et il y en a beaucoup plus que sur le milieu terrestre. Et on peut se dire, c'était aussi notre postulat, c'est que finalement, tous ces animaux, ils sont habitués à vivre dans un habitat avec ce type de bactéries. Et donc,
ils vont être capables de mettre en place des mécanismes pour les tuer. Voilà. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que un des pathogènes classés priorité 1, donc Pseudomonas, c'est le deuxième sur la liste à droite, pardon, je confonds ma droite et ma gauche, qui s'appelle donc Pseudomonas aeruginosa, qui cause notamment des maladies pulmonaires. Et il existe des bactéries du genre Pseudomonas. C'est pas exactement la même, mais c'est proche dans l'environnement hydrothermal profond. Donc on cible cette bactérie et c'est vrai qu'on a des très belles activités. Et alors, une chose que vous aviez dite et qui m'avait frappée, et c'est des choses qui ont été dites lors de ces 2 jours, c'est que ils vivent. Bon, ça a beau être cet environnement très 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 violent. Il reste violent tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de stabilité du milieu. Ces organismes, ils ont à lutter, peut-être depuis... Alors eux aussi, on sait, ce sont des vers, donc c'est plus de 400 millions d'années. Plus de 400 millions d'années. Oui, c'est énorme. Oui, ils sont apparus en fait. bien avant nous sur Terre. Et alors pour eux, c'est pas lutter, parce que pour eux, c'est extrême pour nous en fait. Mais si on les met dans notre environnement, ils mourraient. Ils peuvent pas vivre. C'est extrême pour nous, pas pour eux. La notion d'extrême, c'est... Ce sont des organismes qui peuvent se déplacer ou est-ce qu'ils restent toujours dans leur habitat ? Alors, l'adulte, celui que je vous montre, là, effectivement, il est sédentaire, il vit dans son tube, mais il se déplace dans le tube régulièrement, il va au contact des fluides. Et puis, par contre, il y a une forme larvaire dans le développement, et la forme larvaire, elle, disperse. Oui. Parce que souvent, ce que l'on comprend, peut-être que Sarah c'est qu'un certain nombre d'organismes marins, alors même si c'est tout breveté, vous répondrez de façon générale, ils ont des moyens de lutte différents. Par exemple, des animaux terrestres qui se déplacent, parce qu'eux, ils sont fixés. Ils sont obligés d'avoir créé leur mécanisme de défense parce qu'ils ne peuvent pas s'en aller et ils ne peuvent pas échapper au prédateur. Le prédateur, il vient, il faut savoir lutter. C'est un peu ça ? Je pense. Parce que, oui, effectivement, forcément, chaque organisme dans son biotope doit développer son propre moyen de défense, qui soit fixe ou qui puisse partir très très vite, oui, bien sûr. Fixe, ça l'oblige à avoir développé quelque chose de nouveau. Ah, notre vengeance. Oui, on le sent. Et donc, mais vous faites appel aux poissons, des poissons qui, eux, peuvent bouger. Nous, on fait appel à des poissons. Maintenant, nous, on va pas, on va pas chercher le moyen de défense du poisson, puisque finalement, nous, on va vraiment prendre tout ce qui est composé alimentaire, mais qu'on va pas forcément chercher à consommer, puisqu'on va récupérer les peaux, les têtes, les arêtes. Donc, on achète des filets de poisson, mais on va pas se dire, je vais me faire une bonne petite tête de poisson aujourd'hui. Donc, nous, plutôt que de s'en débarrasser, en fait, nous, on va l'utiliser, le valoriser et prendre l'intégralité des peptides, à la différence d'Aurélie qui va en prendre un seul. Nous, on va tout prendre. Et on va tester sur l'anxiété, on va tester sur l'hypertension, la mémoire, le sommeil. On va l'associer avec les oméga 3 qui sont super importants pour le cœur, le système nerveux et plein d'autres choses. Et donc, voilà, nous, on va vraiment s'intéresser à finalement valoriser ce qui est alimentaire en santé, en fait, sur la prévention et le bien vieillir. Et puis les petits mots de tous les jours, les articulations. Alors justement, tous ces travaux issus de la mer, vous avez l'impression d'être un peu des pionnières où vous commencez à rencontrer des tas de gens qui vous disent moi je fais la même chose. Ça se développe vraiment ? Oui, ça se développe. Alors, je dirais par exemple la recherche d'antibiotiques chez les organismes en général, ça se développe un peu parce qu'on a cette pénurie actuellement qui pose un grave souci. L'antibiorésistance, c'est un des problèmes majeurs selon l'OMS depuis 2019. Oui, on prévoit que d'ici 2050, il y aura à peu près, il y aura des dizaines de millions de morts à la base, on avait plus prédit une grosse épidémie, une bactérie plutôt qu'un virus. Bon. Mais il n'est pas impossible qu'elle arrive. Ça, c'est... Oui. Oui, surtout que maintenant, on a des pathogènes qui sont vraiment résistants à tous les antibiotiques. C'est un réel problème, ouais. Donc oui, on recherche
j'ai pas vu plus particulièrement chez leurs organismes marins en recherche de manière générale. Après, il y a des beaux exemples, comme celui que va nous présenter Franck Zal. Hein, lui, c'est un bel exemple de réussite en plus. Hein. Nicolas, on peut passer Franck Zal maintenant. On a encore un peu de temps. Pile le timing pour passer Franck Zal. Merci, la Quel régie. talent, bravo. Qui travaille sur les vers aussi, les vers marins. Oui, ça peut faire démarrer la vidéo. C'est des vidéos qui démarrent avec applaudissements. Bonjour, donc en fait je me présente, je suis Franck Zal, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Emarina, qui est basée en Bretagne. Donc j'ai un parcours de scientifique et donc Emarina, c'est vraiment une histoire scientifique, c'est une aventure entrepreneuriale, scientifique et humaine. Donc moi j'ai toujours voulu faire de la biologie marine. J'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer quelqu'un qui est extrêmement connu dans le domaine marin, puisque ça a été le commandant Cousteau, qui m'a fait ma feuille de route. Et c'est comme ça que je suis devenu biologiste marin. Donc j'ai eu en fait une vie en 2 temps. Donc j'ai passé 15 ans en fait au CNRS, à la station biologique de Roscoff, à m'intéresser en fait aux invertébrés qui colonisent les milieux extrêmes. Donc j'ai travaillé sur les sources hydrothermales profondes que l'on va trouver en fait dans tous les océans, mais j'ai principalement fait des plongées dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Et puis un autre milieu extrême qui paraît un peu moins extrême quand on y pense, c'est la plage, la zone de balancement des marées. Et donc c'est une plage la plage est extrêmement en fait difficile. C'est un environnement qui est difficile pour les organismes, les invertébrés, puisque c'est un environnement extrêmement changeant. Et dans tout ça, dans ces milieux extrêmes, moi je me suis beaucoup intéressé aux vers marins. Alors aux vers marins, pourquoi? Parce que ce sont des organismes extrêmement en fait anciens. Ils sont apparus en fait à la surface de la Terre ou de l'océan il y a 450 millions d'années. Et puis en fait ils sont sortis de l'océan. Certains sont restés en fait marins, principalement les organismes qu'on appelle les annélides, qu'on appelle les annélides polychètes, dont la rénicole dont on va parler. Mais d'autres seront allés dans votre jardin, ce sont les vers de terre, et d'autres sont allés dans les rivières, ce sont les sangsues. Alors pourquoi je me suis intéressé en fait à ces vers marins? Tout simplement parce que d'un point de vue physiologique, d'aller étudier en fait des organismes qui colonisent différents environnements, c'est extrêmement plus facile pour aller déterminer des adaptations physiologiques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la respiration de ces vers marins. Et donc, je me suis intéressé principalement au sang de ces vers marins dans les abysses, mais également sur la zone intertidale. Et un organisme qui a attiré mon attention très très tôt, c'est l'arénicole, Arenicola marina. Donc c'est un annélide polychète. Et pourquoi il a attiré mon attention? Parce qu'il colonisait le milieu extrême. Et la question que je me suis posée, c'est mais comment il est capable de respirer à la fois à marée basse, donc dans l'air, et à la fois à marée haute, donc sous l'eau. Et en fait, dans les premiers temps, j'ai focalisé mon attention sur le sang de cet animal. Et parce que le sang, c'est une protéine, notamment l'hémoglobine, c'est une protéine qui fait le lien entre le milieu intérieur d'un organisme et sa physiologie. Donc, ce qui était intéressant d'aller voir ce qui se passait au niveau de cette protéine. Et j'ai trouvé chez ce ver marin, en fait, l'ancêtre de nos globules rouges. L'ancêtre de nos globules rouges, qui est une hémoglobine extracellulaire, qui n'a pas de typage sanguin, et surtout qui est capable de conserver, de garder beaucoup d'oxygène à la fois. Et notamment, en fait, c'est un peu la petite bouteille d'oxygène du ver marin. À marée basse, le ver arrête de respirer. Il vit sur son stock d'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules d'hémoglobine. Et puis, en fait, à marée haute, il respire en prenant de l'oxygène dissous du milieu environnant. Et donc, en m'intéressant à cette molécule, ce que j'ai trouvé, c'est une technologie extrêmement intéressante pour plein de pathologies dans le domaine médical. Et notamment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que marée haute, marée basse, c'est quelque chose que l'on appelle autrement en médecine, en chirurgie, mais qui s'appelle ischémie-reperfusion. L'ischémie, c'est la marée basse, la reperfusion, c'est la marée haute, et c'est un problème majeur de médecine, et notamment de chirurgie. Et en fait, on a vu que la rénicole avait répondu à ces problèmes d'ischémie-reperfusion depuis des millions d'années. Et en fait, j'ai trouvé chez ce ver marin donc cette hémoglobine qui est une plateforme technologique. Et aujourd'hui, on utilise cette molécule dans différentes applications médicales, que ce soit la greffe d'organes, que ce soit la cicatrisation, les maladies parodontales, la transfusion sanguine, donc avec cette molécule qui est une véritable révolution médicale. Alors, pourquoi c'est une révolution médicale? Par exemple, si on prend l'exemple de la transplantation, parce que vous comprenez bien que quand vous avez un donneur, donc un donneur d'organes, quand vous allez déconnecter en fait l'organe en fait de ce donneur, il va être coupé de la circulation sanguine, donc de son apport d'oxygène. Et ben c'est exactement ce qui se passe pour la rénicole en fait à marée basse. À marée basse, la rénicole n'a plus accès à l'oxygène, il vit avec sa réserve d'oxygène qu'il a fixée sur ses molécules d'hémoglobine. Et donc à marée haute, il est reconnecté à la circulation sanguine, donc il n'y a plus de problème.
Et donc, le premier produit que l'on a réalisé, qui a été autorisé donc à être commercialisé, c'est le produit qu'on appelle Hémo2Life pour la greffe d'organes, qui permet en fait à des chirurgiens de garder des organes beaucoup plus longtemps que ce que l'on peut être capable de faire aujourd'hui, parce que la greffe d'organes, c'est une course contre la montre. Quand vous déconnectez un cœur, c'est uniquement 4 heures entre le moment où je le déconnecte et au moment où je vais le regreffer. Et tout ça, c'est du temps, c'est de la logistique, etc. Nous, on a montré qu'avec Hémo2Life, les organes ne voyaient même pas qu'ils étaient déconnectés. Et au lieu de garder un greffon pendant quelques heures, on peut le garder plusieurs jours. Donc, vous facilitez considérablement la logistique de la préservation de greffons. Et vous savez aujourd'hui que la greffe, c'est un problème de santé publique. On manque de greffons. Donc, il ne faut pas perdre un greffon. Et la technologie que l'on apporte, c'est vraiment une technologie de rupture totale dans le domaine de la greffe. Je pourrais poursuivre avec différentes applications, mais déjà cet exemple de la transplantation vous donne en fait l'ampleur de cette technologie qui est aujourd'hui connue dans le monde entier comme une innovation de rupture, et tout ça issu d'un simple ver marin et d'une simple observation d'un ver sur la plage. Donc pour conclure, vous voyez qu'en fait toute cette histoire, cette aventure, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est lié à ce qu'on appelle la biodiversité. Pour moi, la biodiversité, ce n'est pas en fait un mot à la mode. La biodiversité, c'est ce qui fait notre environnement et ce qui nous a permis d'évoluer en fait sur cette planète. Et donc pour moi, la nature, et vous voyez bien, la nature pour moi, c'est une bibliothèque d'innovation. Et donc par exemple, si je vous emmène tous, en fait, je vais vous emmener en fait dans un château. Dans ce château, en fait, il fait extrêmement froid. Derrière vous, vous avez une belle bibliothèque avec plein de bouquins et vous avez une boîte d'allumettes et une cheminée. Je peux vous assurer que le premier réflexe que vous allez avoir pour vous chauffer, c'est de brûler un livre dans la cheminée. Puis un livre, ça ne suffira pas, vous allez brûler l'ensemble de la bibliothèque et puis vous n'avez plus de livres. Puis vous allez dire que la bibliothèque est en bois, donc vous allez aussi la brûler. Et puis à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une salle vide et puis vous allez réfléchir. Et vous allez dire, mais peut-être que la solution à me chauffer était dans la lecture des bouquins plutôt que de les brûler. Ben, c'est exactement ça. La biodiversité, c'est pas pour faire plaisir. En fait, la biodiversité, c'est vraiment ce qui nous a permis d'évoluer sur cette planète. Donc, encore une fois, respectons la nature. La nature, en fait, l'océan est un environnement fragile et apprenons à lire les livres plutôt que de les brûler. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Un petit mot pour terminer en 1 minute, peut-être rapidement, Dominique. Oui, justement, très rapidement, avec ce que vous avez déjà découvert, il faut les essais cliniques. Et les essais cliniques, ça prend combien de temps ? Entre le moment où on découvre la molécule, les premiers preuves de concept sur les souris, pour le développement d'un médicament, je parle en traitement pour l'homme, c'est 20 ans. Ouais, 10-20 ans, oui. C'est très bon, ben, on se retrouve dans 20 ans. Hein. Exactement. Ouais, nous, c'est moins long parce que c'est alimentaire, mais on peut faire des essais cliniques sur une certaine durée. On en a un qui dure 11 ans. Donc Bon, allez, première fois dans 11 ans et après dans 20 ans. Merci à vous. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Et donc, rendez-vous pour la 22e édition du Festival Grand Océan pour voir si les essais cliniques seront concluants.